Dans 13 millisecondes, cette balle va régler le principal problème de la Colombie. Près de 2000 policiers traquent le chef de cartel, Pablo Escobar. J'en ai marre de ces cartels. J'espère qu'on va trouver ce salaud bientôt et que c'est moi qui collerai une balle dans sa sale tête. Ouais, ce serait génial, mais fais gaffe, on pourrait prendre cher nous aussi. T'as peur de quoi? Regarde combien on est. C'était l'opération la plus efficace de l'histoire de la Colombie. Le cartel, qui voulait prendre le contrôle du pays, a fini par s'attaquer aux mauvaises personnes. La fin de l'Empire. Depuis les années 1970, la Colombie abritait l'un des plus gros cartels de trafic de cocaïne de l'histoire, le cartel de Medellín. À son apogée, il expédiait plusieurs tonnes de cocaïne à l'étranger chaque semaine et il gagnait 170 millions d'euros par jour. Il a compté jusqu'à 100 000 membres actifs et son réseau comportait 750 000 personnes. Bref, le cartel de Medellín était l'organisation criminelle la plus dangereuse qui ait jamais existé en Colombie. Dans les jungles de Caquetá, à 640 km au sud-est de Bogota, un cartel construit Tranquilandia, le plus grand labo de production de cocaïne du continent. Les habitants sont forcés de vendre leurs terres sous la menace. Le complexe est caché par la végétation épaisse, il est à peine visible depuis les airs. À l'intérieur, 19 labos et toute l'infrastructure nécessaire. La cocaïne en sort par avion et les matières premières entrent de la même façon. 8 pistes d'atterrissage ont été construites dans ce but. Mais un jour, quelque chose se produit. En 1983, des agents de la DEA installent un dispositif de suivi dans un baril d'éther, un produit chimique nécessaire pour traiter la cocaïne. Les puissantes batteries vont leur permettre de suivre le signal pendant 3 semaines et mener les agents jusqu'à la jungle de Caquetá, à Tranquilandia. Le 10 mars 1984, 40 policiers colombiens atterrissent sur une des pistes du complexe à l'aide de 2 hélicoptères et d'un petit avion. Ils essuient des tirs. Les hommes du cartel courent vers eux, mais ils doivent reculer sous la pression. Certains battent en retraite vers la rivière, d'autres disparaissent dans la forêt. En fin de compte, 40 personnes sont arrêtées. Les agents saisissent 13,8 tonnes de cocaïne d'une valeur d'1 milliard d'euros et des quantités d'équipements et d'armes. La cocaïne est détruite, jetée dans la rivière Japura. Les bâtiments sont brûlés. Cette opération fait partie de la guerre menée contre le cartel lancée par le président Virgilio Barco Vargas. Les choses s'intensifient en 1989. Le gouvernement change d'approche. Arrestation, confiscation, extradition. De nouvelles lois permettent de saisir les biens, maisons, bureaux, entreprises, ranchs, voitures, armes et même girafes et avions. Policiers et soldats investissent labos et sites de stockage. Ils saisissent des centaines de tonnes de produits chimiques, de quoi produire 200 tonnes de coke. 11 000 personnes sont arrêtées. 106 millions d'euros d'actifs sont gelés. Et tout ça partout en Colombie. Il devient clair que le cartel de Medellín a des connexions avec chaque branche du pouvoir et qu'il peut réagir. En 1989, la population colombienne vit dans la peur. Mais ça ne fait que commencer. Moins d'une semaine après les premiers raids, un message parvient à la station de radio de Medellín. Le cartel déclare la guerre totale. Les ennemis sont nommés un par un, gouvernement, juges, journalistes, politiciens, dirigeants syndicaux. Tous ceux qui s'attaquent aux membres du cartel ou leur barrent la route. Au même moment, des bombes explosent dans les bureaux des 2 principaux partis politiques de Colombie à Medellín. Des hommes armés mettent le feu aux résidences secondaires de 2 politiciens éminents. Des stations de radio sont piégées avec des explosifs. Le cartel a un message à faire passer. Ça va saigner.
Le 16 août 89, des tueurs du cartel assassinent le juge de la Cour suprême Carlos Valencia et le lendemain, le colonel de police Waldemar Quintero. Le 18 août, lors d'un rassemblement politique, le politicien populaire et candidat du Parti libéral Luis Carlos Galán est tué. Il avait promis de nettoyer le pays des trafiquants s'il était réélu. Bogota se transforme en zone de guerre. Explosions, coups de feu, faisant des centaines de blessés et des dizaines de morts. Le 27 novembre 89, l'un des plus graves attentats de l'histoire de la Colombie a lieu. Une bombe explose sur un vol d'Avianca Airlines. L'explosion pulvérise l'avion à 4 km d'altitude et les débris prennent feu. L'avion s'écrase. Les 107 personnes à bord meurent instantanément et 3 témoins au sol sont tués par les débris. La cible de l'attaque était César Gaviria, un assistant du défunt Luis Carlos Galán. Il était censé être à bord, mais il a annulé à la dernière minute. Tous ces actes de violence servent le même but: intimider la société colombienne et mettre le gouvernement sous pression. Imposer la paix par la terreur. Mais le cartel échoue. Le 27 mai 90, les élections présidentielles ont lieu et César Gaviria gagne, un homme qui s'oppose ouvertement aux narcoterroristes. 10 jours avant son investiture, le cartel annonce la fin de sa campagne de terreur. Sans doute pour prendre la mesure de Gaviria. Cependant, quand Gaviria prend ses fonctions, il fait comprendre au cartel qu'il n'y aura pas de trêve. Le lendemain de l'investiture, Gaviria annonce aux journalistes étrangers que la société colombienne ne se soumettra pas au terrorisme. Des années plus tard, il le reconnaîtra. Je ne pouvais pas abandonner. Ça aurait voulu dire se soumettre au cartel de Medellín. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer. La réponse du cartel arrive en décembre 89, peu après qu'un de ses dirigeants, Gonzalo Rodríguez Gacha, meurt. Au moment de sa mort, il se battait sur plusieurs fronts, contre le gouvernement, le cartel de Cali, les FARC, les agents de la DIE et les barons de l'Émeraude. Gacha ne peut pas se défendre contre tous ses adversaires en même temps et son réseau est infiltré par des agents rivaux qui renseignent les autorités. Un jour, ils transmettent l'info suivante. Gacha se cache à Cartagena de Indias, protégé par 25 gardes du corps. La police s'y présente, mais il s'échappe par la mer. C'est un échec. Mais peu après, les informateurs découvrent sa nouvelle planque. Tôt le matin du 15 décembre, 22 combattants, dont 17 membres d'une unité d'élite, s'envolent vers El Tesoro. Ils exigent la reddition des criminels. Gacha et ses gardes du corps, déguisés en ouvriers agricoles, attendent leur départ, mais les hélicoptères restent en l'air. À la première occasion, les fugitifs sautent dans un pick-up rouge et démarrent. La chasse à l'homme commence. La patrouille bloque la route. Gacha et un de ses hommes abandonnent la voiture et courent à travers une plantation de bananes. Un des hélicoptères ouvre le feu. En escaladant une clôture, Gacha se blesse et doit ralentir. Sentant qu'il est sur le point d'être attrapé, il tire sur l'hélicoptère, révélant sa position. La police riposte. Une balle touche sa jambe et le criminel tombe. Le tir suivant le touche au visage et lui est fatal. Mais éliminer un baron de la drogue ne suffit pas à faire disparaître un cartel. Il faut encore le dépouiller de ses actifs. À savoir, labos de production de cocaïne, plantation de coca, avions, comptes bancaires et entreprises, ainsi que bâtiments, entrepôts, cachettes et villas de luxe. Il faut aussi se débarrasser des hommes politiques et des policiers corrompus. Le gouvernement colombien commence toujours par les plantations. La première étape est d'investir le territoire ennemi. Les soldats avancent dans la jungle, ils éliminent les défenses, l'arme au poing, puis ils arrachent les plants de coca et ils les brûlent. Ils viennent au volant de véhicules lourdement équipés. Parfois, ils surprennent les gardes et ils font des prisonniers. Mais en général, le cartel est prévenu. Leurs combattants disparaissent avant l'arrivée des autorités. Ça ne permet de détruire qu'une petite partie de la récolte. Et c'est un travail dangereux. Si des membres du cartel se trouvent encore sur place, ils ouvrent le feu sans hésiter. Certaines zones sont minées, même les champs. Il y a des barils d'explosifs enterrés à 1 mètre de profondeur. Puis, changement de tactique.
Début 92, les autorités décident de frapper depuis les airs. En février, on se met à pulvériser de l'herbicide au-dessus des champs de coca. Des millions de litres de glyphosate sont déversés. Les buissons de coca meurent, mais les cultures alimentaires aussi. Des habitants tombent malades. Le cartel tire sur les avions, mais tout ça est sans importance. Cette tactique s'avère inefficace. En fait, les champs de coca de Colombie ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. La matière première est achetée au Pérou et en Bolivie, puis traitée localement. La guerre contre les plantations est vaine. De son côté, le cartel passe à l'offensive. 300 attentats ont lieu, faisant des centaines de victimes, dont des personnalités politiques. En mars 90, le candidat à la présidence Bernardo Jaramillo est tué. En avril, l'ancien guerrillero et politicien Carlos Pizarro est assassiné. En juillet, le cartel affirme avoir tué 215 policiers et en avoir blessé 256. Des attaques ont lieu tous les jours ou presque. En réponse à la prime de 340 000 € pour la tête d'Escobar, le baron de la drogue offre 425 à 1700 € pour chaque policier abattu à Medellín. L'offre a du succès et mène à la mort de 150 policiers. Le cartel pose aussi des bombes. Il achète des maisons près des quartiers gouvernementaux et les piège avec de la dynamite. Ces bombes artisanales permettent d'éliminer des officiels haut placés. Certaines attaques sont particulièrement horribles. Le 6 décembre 89, un camion bourré de 9 tonnes de dynamite se gare près du bâtiment du département de la sécurité à Bogota. L'explosion tue 57 personnes et en blesse 2248. 6 blessés meurent à l'hôpital. 14 pâtés de maisons et 300 bâtiments commerciaux sont détruits. Pendant les 5 années suivantes, cet attentat restera l'attaque à la voiture piégée la plus meurtrière d'Amérique latine. Malgré les attentats, les meurtres et les centaines de morts, les autorités continuent à sévir. Un des plus grands barons de la drogue est tué, des centaines de suspects arrêtés et des dizaines extradés vers les États-Unis. Un raid militaire permet de détruire 14 tonnes de cocaïne et plusieurs pistes d'atterrissage, un coup dur pour le cartel de Medellín. Les forces spéciales passent au peigne fin les entrepôts et aérodromes du bassin amazonien et détruisent un centre de distribution. Dans tout le pays, des labos partent en flammes. Produits chimiques, équipements, micro-ondes, tout le nécessaire à la transformation des feuilles de coca en poudre est saisi. En janvier 1990, un raid permet de saisir de nombreux biens. Appartements, bijoux, 3 voitures neuves dont une Mercedes-Benz, documents, argent liquide, chèques pour un total de 100 000 €. Le tout appartenant à un seul homme. Cependant, l'objectif est d'arrêter autant de membres de haut rang du cartel que possible. Sans dirigeants forts, le cartel pourrait bien s'effondrer. Plusieurs noms reviennent fréquemment. Gustavo de Jesus Gaviria, le cousin d'Escobar, son bras droit, dirige la production de cocaïne et mène les attaques pendant que le baron de la drogue essaie d'échapper à la capture. John Jairo Arias Tascón alias Pinina, en charge des tueurs et des kamikazes. Hernán Henao, chef de la sécurité du cartel. Edgar Escobar Taborda, surnommé le poète, s'occupe de la propagande du cartel. Gonzalo Rodríguez Gacha, un des chefs du cartel, surnommé El Mexicano pour son amour du Mexique, aussi puissant et impitoyable qu'Escobar. Ce sera le premier à être tué. En juin 90, une unité d'élite traque John Jairo Arias Tascón alias Pinina. La police prend d'assaut son appartement dans le quartier chic d'El Poblado. Il essaie de fuir par une fenêtre, mais tombe, se blessant à la cheville, à la tête et au bras. Pourtant, l'homme se relève et se dirige vers une voiture, mais il tombe sur des policiers. Il le force à retourner dans l'appartement. Une fusillade éclate. John Jairo Arias Tascón est tué sur le coup. En juillet, les membres d'une unité d'élite capturent Hernán Henao, le beau-frère d'Escobar, un de ses plus proches associés, responsable de la sécurité. Quelques semaines plus tard, il est libéré. On suspecte un pot de vin. Mais il n'en profite pas longtemps. Le 1er mars 93, une escouade le tue dans le quartier de Laureles à Medellín.
Au même moment, Edgar Escobar Taborda est arrêté. Le 11 août 90, la police mène l'opération Apocalypse phase 2 dans une maison du quartier de Laureles. À cette occasion, un affrontement a lieu avec Gustavo de Jesus Gaviria, le bras droit d'Escobar. Il résiste et est tué dans la fusillade. Malgré tout, les choses traînent en longueur, même avec l'aide de l'armée. Les forces armées et la police comptent 200 000 hommes, mais ça ne suffit pas à écraser le cartel. La raison est simple, les officiers de police et militaires de haut rang n'ont pas été préparés à une guerre civile. L'armée de terre, la marine et l'armée de l'air sont censés affronter des menaces externes, pas des terroristes à l'intérieur du pays. L'armée de l'air possède des avions de chasse, mais manque d'hélicos pour chercher les labos dans les montagnes et dans la jungle. La marine dépense 76 millions d'euros pour réparer ses sous-marins, mais elle ne possède pas de bateaux légers pour poursuivre les trafiquants sur les rivières. Un changement est nécessaire. Les autorités l'ont bien compris. En 1986, le président Virgilio Barco crée une section spéciale de recherche avec un seul but, capturer Pablo Escobar et ses associés. Plus de 600 personnes sont formées par l'armée colombienne et sélectionnées une fois considérées incorruptibles. Les membres de la section de recherche s'entraînent avec les forces spéciales américaines et sont jugés dignes de confiance sur la base de leur absence de lien avec les cartels. Leur mission est difficile à cause des espions et des menaces constantes. Le baron de la drogue offre une récompense pour chaque membre de la section de recherche tué, soudoyant de jeunes hommes. Malgré tout, l'unité spéciale continue à se battre. Elle est aidée par Los Pepes, un groupe paramilitaire composé des ennemis de Pablo Escobar. Bien que le groupe soit financé par le cartel de Cali, les autorités tolèrent son existence, à condition qu'il soit dans le camp du gouvernement. Ses membres partagent des infos avec la section de recherche et la police nationale, mais surtout, ils emploient les mêmes méthodes que le cartel de Medellín. Des méthodes illégales. Les membres de Los Pepes tuent quiconque est relié à Escobar, garde du corps, comptable, avocat, et ils menacent ses amis et sa famille. Ils manient aussi l'explosif. Ainsi, c'est des membres de Los Pepes qui permettent de localiser et d'abattre Hernán Henao en 1993, en ayant obtenu des infos par la torture. L'armée tue Henao, mais c'est Los Pepes qui a fait le sale boulot. Finalement, le cartel s'effondre. La dernière étape consiste à traquer Pablo Escobar lui-même. Le cartel part en morceaux, mais son patron est toujours introuvable. Près de 2000 policiers contribuent à la traque du baron de la drogue. Ça leur prend 16 mois. Enfin, le 2 décembre 1993, Escobar est pris dans une fusillade avec la section de recherche et il est tué. Ça marque la fin du cartel. Mais malgré la chute du cartel de Medellín et la mort de son dirigeant, la guerre contre la drogue n'est pas terminée. La cible suivante est le cartel de Cali, et en 1995, la Colombie parvient à s'en débarrasser. Bien sûr, le trafic de drogue n'a pas été éradiqué. Quelque part dans la jungle, il demeure des labos souterrains et des routes cachées. Mais aucun de ces nouveaux gangs n'a le même pouvoir et la même influence que le cartel de Medellín. Le nombre de personnes impliquées dans le trafic de drogue a énormément diminué. Et les manoirs, autrefois luxueux des barons de la drogue, ne sont plus que des ruines. À plus.